On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Alors qu'elle est à la recherche de nouvelles pièces pour sa boutique de vêtements vintage, Brandy tombe sous le charme d'une somptueuse robe des années 30, pas comme les autres. Elle appartiendrait à une mystérieuse femme nommée Madame Buzine. Cette histoire s'intitule La femme fatale. Moi, je suis costumière de métier. Depuis que je suis ado, je collectionne les vêtements anciens que je chine sur les brocantes. Quand j'étais ado, je me disais que j'allais sûrement un jour garder toute cette collection et la donner à mes petits-enfants. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que si je collectionnais déjà tous ces vêtements, c'est, je pense, déjà dans l'idée d'ouvrir plus tard un magasin. Laura, mon associée, qui est aussi une pote à moi, m'a dit « Mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'ouvrir un magasin ensemble ?» Moi, je vendais déjà des vêtements anciens que je chinais sur les brocantes à 2-3 euros, des trucs vraiment déglingués et tout, mais que je réparais et que je transformais parfois. Par exemple, je faisais des petites pièces de lingerie ou avec des petites blouses et tout ça. Et je faisais des ventes à la maison, en fait. C'était vraiment un tout petit projet. Et là, du coup, on s'est lancé dans l'aventure et ça a pris un petit peu de temps et on a fini par ouvrir le magasin Mademoiselle Lancia. En fait, c'est une boutique où il y a un atelier qui est visible dans lequel on répare les pièces que je chine avant de les mettre en boutique. Les gens qui viennent nous voir à la boutique, c'est vraiment, il y a plein de gens différents. Ça peut être des gens qui sont passionnés de vêtements anciens, qui les collectionnent ou alors qui s'habillent avec des vêtements anciens de différents styles. Et ça, c'est les hommes, les femmes qui adorent une telle décennie, une telle période. Ou alors, c'est des gens qui aiment aussi les vêtements vintage ou anciens, qui aiment avoir une pièce unique, qui raconte une histoire. Et puis après, c'est aussi les professionnels, par exemple du spectacle ou du cinéma, des gens qui ont des boutiques dans d'autres pays, qui adorent les vêtements anciens européens et qui en achètent pour après les revendre dans leur pays. Il y a tout un panel de gens différents qui viennent nous voir à la boutique. Alors pour trouver les vêtements anciens qu'on va vendre dans notre boutique, c'est beaucoup de recherches. C'est sur les marchés aux puces, les brocantes, mais aussi de plus en plus c'est dans les greniers. Souvent, c'est des gens qui ont pas mal de choses qui ont été récoltées au fur et à mesure des décennies. Et au bout d'un moment, ils savent plus vraiment quoi en faire. Ils décident de s'en débarrasser. Et là, ils font appel à moi et je peux aller leur acheter des vêtements en plus grande quantité. Un jour, j'ai eu l'occasion d'aller chez une brocanteuse qui travaille avec ses parents. Et en fait, ils ont leur stock dans un ancien moulin. Et dans le grenier du moulin, il y a toute une partie qui était dédiée aux vêtements anciens. En fait, le père de cette brocanteuse, à chaque fois, il gardait tous les vêtements anciens qu'il trouvait et il les rassemblait parce que il adorait les anciens tissus, il était sensible à ça et il les gardait bien rangés par catégorie dans des malles. Tout était bien conservé dans son grenier.
C'est des pièces d'objets, de différents objets. Tout est répertorié comme ça. C'est assez incroyable, ouais, comme endroit. On grimpe pour arriver au grenier du moulin où il y a tous les vêtements. Du coup, je recommence à regarder toutes les malles, à ouvrir. Là, c'est comme chercher un trésor, quoi. Tu ouvres chaque malle et tu sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Et à chaque fois que tu ouvres une malle, il y a des choses plus belles les unes que les autres qui sont là en attente, en fait, depuis des décennies, quoi. C'est comme un enfant que quand tu vas dans un grenier poussiéreux, ça fait la même sensation, quoi. La brocanteuse qui nous a accueillis, elle nous a expliqué qu'elle était très sensible aux énergies que les gens laissaient dans leurs vêtements. Et du coup, elle nous avait expliqué que quand elle venait dans cette partie du grenier où il y avait tous les vêtements, et quand elle commençait un peu à remuer tous ces vêtements pour un peu ranger ou quoi, et après elle pouvait plus remonter dans cette pièce pendant des semaines parce que ça faisait un espèce de chaos comme ça où tout le monde s'excitait parce que donc du coup il y a tout un truc autour de ça. Est-ce que les esprits des gens sont encore imprégnés dans leurs vêtements même 100 ans après? Quand je suis arrivée, on était en train de tout retourner et elle nous a expliqué que là ça faisait beaucoup de remue-ménage et que quand ça se passait comme ça, pour elle, après, c'était un peu plus difficile de revenir tout de suite. Elle avait rangé les vêtements par catégorie, en fait, dans des grandes armoires. Alors voilà, les vêtements 1900 dans cette armoire, les vêtements 1920 dans cette armoire. Et donc, j'ouvrais les armoires et à un moment donné, elle me dit « Bon, je dois quand même vous dire que dans cette armoire, voilà, il y a quand même une sale histoire. Il y a 2 robes qui ont appartenu à une femme très riche qui habitait à Mons. Et là, voilà, elle se met à nous raconter l'histoire de cette femme. Ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était une grande séductrice, une femme très belle, très riche, qui était mariée à un riche avocat de Mons. Et du coup, c'était une femme qui avait beaucoup d'amants. À un moment donné, elle avait un amant qui était gendarme. Apparemment, son couple avec son mari se passait pas très bien. Et il y a eu un moment où son mari l'a menacée de divorcer. Vu que c'était une femme assez intéressée par l'argent et tout ça, je pense qu'elle a dû vraiment flipper, quoi, que de se retrouver sans rien, que si son mari divorçait, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, son mari l'a surpris avec le gendarme. Et du coup, le gendarme, il avait toujours son flingue sur lui. Et là, elle a dit à son amant, le gendarme, écoute, prends ton flingue et tue-le, quoi. Du coup, le gendarme, il a tué le mari. Ils ont été ensevelir le corps du mari dans le jardin avec de l'acide. Apparemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de gens qui disparaissaient et on ne savait pas comment. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait croire que c'était la Gestapo qui avait embarqué son mari. Du coup, elle est allée faire toute une histoire à la police en disant « Oui, mon mari, vous vous rendez compte, il est disparu, c'est la Gestapo qui l'a embarqué. » Et en fait, elle a fait tellement de grabuge que finalement, elle s'est fait arrêter par les flics tellement elle foutait la merde, quoi, dans le village. Ce qu'elle a fait aussi, c'est vraiment, elle était vraiment très intelligente et tout. Elle a vraiment poussé le vice jusqu'au bout, quoi. À la fin de la guerre, il y avait tous les gens qui revenaient des camps et tout ça en train tout le temps, quoi. Et en fait, elle envoyait son fils sur le quai de la gare pour aller voir si son mari ne revenait pas. Alors que c'est elle qui l'avait tué, quoi. Donc toutes les semaines, elle envoyait le gamin sur le quai de la gare pour attendre son père qui ne revenait jamais, pour pas qu'on pense que c'est elle qui l'avait tué. Et finalement, c'est son amant qui l'a dénoncé. Ils ont pris tous les deux 15 ans ou 20 ans, je sais plus, de travaux forcés. La femme, elle a pris la même peine que le mec, alors que c'est pas elle qui l'a tué. Mais tellement elle a foutu le bordel et tout ça, tout un truc. La brocanteuse nous parle que dans cette armoire, il y a 2 robes qui ont appartenu à cette femme fatale, Madame Buzzing. Alors moi, ok, alors je lui demande, est-ce que vous pouvez me sortir, me mettre les robes d'un côté, comme ça j'ai un peu une idée, voilà. Du coup, elle me sort les 2 robes, et il y a une des 2 robes qui me tape vraiment dans l'œil. En plus, je m'étais dit quelques jours avant, c'est marrant, à la boutique, on n'a pas encore eu de robe en satin noir dos nu des années 30. Et du coup, il y a une des 2 robes qui est en satin bleu marine, dos nu, années 30.
Alors du coup, ça, j'ai flashé. Donc celle-là, je l'ai embarquée. Et quand je suis rentrée à la boutique, je l'ai mise sur un mannequin. Et quand tu vois la robe et quand tu connais du coup l'histoire de la femme qui la portait, c'est complètement dingue parce que c'est vraiment la robe où tout est fait pour séduire, quoi. C'est vraiment très ajusté avec un dos nu et tout. Enfin, quand tu vois quelqu'un porter une robe pareille, le premier truc que tu as envie, c'est juste de lui arracher sauvagement, quoi. Je trouve ça c'est fascinant, en fait. Avec cette robe-là, on peut totalement s'imaginer à qui on avait affaire, quoi. Elle illustre bien toute cette histoire, en fait. Ça m'a fait penser directement au livre Rebecca, en fait, de cette image de la femme fatale dont tout le monde est amoureux, les hommes, les femmes, les enfants, les chiens, et qui est dangereuse, qui est très dangereuse, quoi. La séductrice, la femme fatale, c'est l'image de la femme fatale. I'm haunted by you, the faintest whisper in my ear. I'm haunted by you, I can always feel you near. Will they... Je ramène la robe à la boutique et du coup, voilà. Après, il y a un moment où c'était assez obsessionnel en fait. J'avais souvent le nom de cette femme en tête sans que je comprenne trop pourquoi. C'était assez étrange, quoi. Pourquoi son nom me revenait tout le temps en tête comme ça. Il y a déjà des gens qui sont venus à la boutique en nous disant qu'ils étaient hypersensibles, qu'ils n'arrivaient pas à acheter des vêtements vintage et tout ça parce qu'ils étaient trop sensibles aux énergies que les vêtements qui avaient déjà été portés. Et ils nous ont dit qu'ils ressentaient pas du tout ça chez nous. Et c'est là que je me suis dit, c'est peut-être parce que on fait justement tout ce processus de les remettre en état, de les nettoyer et un peu de les libérer de leur passé peut-être. C'est comme si on leur donnait un nouveau souffle, une seconde chance en fait. Et à partir de là, on leur donne c'est comme si on leur donnait de super bonnes énergies et du coup ils sont un peu libérés en fait des mauvaises ondes et qui sont prêts à vivre une nouvelle aventure. Et je l'ai pas fait avec la robe. Et je voulais pas le faire avec la robe. Ça aussi c'est bizarre. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à le faire, je sais pas pourquoi. Et ça aussi, c'est étrange, hein. Je m'étais dit que j'allais m'en occuper de cette robe et que j'allais faire ce rituel-là et tout ça. Et je l'ai pas fait. Et en fait, ce que j'ai fait, je l'ai emmenée au pressing. Quand la robe est revenue du nettoyage à sec, en fait, elle était pendue sur un portant à l'entrée du magasin avec d'autres vêtements qui étaient revenus aussi du pressing. Et en fait, c'était un moment où j'étais toute seule dans la boutique. Et t'as les lumières en face du portant, les lumières au plafond qui ont commencé à clignoter. Je me suis tout de suite dit, c'est Madame Buzine qui envoie des signaux, quoi, qui se manifestent pour dire je suis là, quoi. Et en fait, moi, quand je vois ça, je me disais, mais je ne peux rien faire pour vous. Moi, je ne peux rien faire pour vous, quoi. Et du coup, il a fallu attendre un peu de trouver la personne qui allait pouvoir l'aider, quoi. On a un client à la boutique qui vient assez souvent et qui adore les vêtements anciens. Et voilà, il fait pas mal de photos. Il se met aussi pas mal en scène, en photo avec les vêtements anciens. Il a commencé un peu à bosser dans des films, etc. Et on sent qu'il est promis à un bel avenir. Il vient nous voir dans l'atelier, on discute et je lui montre la robe qui était posée comme ça sur la table, juste en lui pointant du doigt le tissu, et je lui dis ça, tu vas voir, j'ai trouvé une pièce, c'est une robe magnifique des années 30. Il faut juste que je la prenne en photo avant de la mettre en boutique, et puis on avait aussi quelques réparations à faire, donc elle n'était pas encore tout de suite prête à être mise en boutique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, ce mec est revenu pour essayer la robe. Alors qu'il l'avait même pas vue. Il avait même pas vu à quoi ça ressemblait, il la voulait en fait. Il la voulait, et là, ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit, là, il se passe un truc bizarre. C'est pas normal que le mec, il est flashé sur quelque chose qu'il a même pas vu, et qu'il le veut, quoi, il la voulait. Il a même pas attendu, qu'elle soit prête à être mise en boutique. Il a demandé s'il pouvait quand même l'essayer, et du coup, il s'est retrouvé en cabine avec la robe, qui lui allait, mais super bien. Qui est pile poil à sa taille, complètement dingue, quoi.
Et comme c'est là, je me suis dit, mais en fait, il s'est fait ensorceler, quoi. La Madame Buzine, elle lui a mis le grappin dessus, en se disant, avec ce type-là, il y a une brèche, en fait. Il y a une brèche, je vais pouvoir encore briller, et c'est avec lui que je vais partir, quoi. Bon, après, voilà, ça c'est moi qui me fais une histoire là-dessus, mais je dis, c'est mystérieux, quoi. Avant qu'il achète la robe, je voulais quand même lui raconter l'histoire. C'est rare qu'on connaisse les histoires des gens à qui ont appartenu les vêtements qui à la boutique. Donc je lui ai raconté l'histoire. Et ça lui plaisait encore plus en fait, toute cette histoire, le mystère qu'il y avait autour. L'histoire lui a beaucoup plu en fait. Il l'a acheté. Et alors il m'a raconté que en fait pareil, c'était devenu une obsession en fait, qu'il arrêtait pas de l'essayer cette robe. Et moi il me raconte ça et j'étais oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? La Madame Buzine, elle est pas partie quoi, elle est toujours là quoi, et elle cherche encore à attirer l'attention, à être le centre. Il faut qu'on parle d'elle encore quoi. Moi je pense qu'elle a mis le grappin sur ce type parce qu'elle pense qu'avec lui elle va pouvoir accéder à la gloire à laquelle elle n'a pas pu accéder de son vivant. C'est comme si il avait été ensorcelé en fait par l'esprit de cette robe. Oui, comme si elle l'avait appelé. Il m'a dit de lui-même qu'il allait l'exorciser, cette robe, et qu'il allait la porter peut-être comme à un festival de Cannes ou dans un événement important de sa vie, qu'il la porterait qu'une fois ou deux et qu'il la laisserait là-bas. Pas la robe, mais qu'il laisserait l'esprit de cette femme là-bas et qu'à partir de là, ce sera fini. Étant donné que c'est moi qui m'occupe, qui choisis les pièces, du coup, peut-être qu'elle est passée par moi. Et du coup, oui, sûrement que j'ai fait partie des proies, ouais. Peut-être. C'est le mystère, en fait. C'est ça qui est excitant aussi. Le mystère qu'il y a derrière toutes les histoires qu'on peut s'inventer, qu'on peut s'imaginer autour de tout ça. C'est ça aussi qui les rend riches. Même si l'esprit des gens est encore dans leurs vêtements, dans leurs objets, ça fait partie en fait de l'histoire de ces choses. Ça peut pas être, on peut pas trop les dissocier quoi. Ça peut pas être neutre en fait. Je crois aux histoires que je m'invente aussi, que j'imagine. C'est ça le truc. C'est que c'est ambigu en fait. Ça prend de l'importance à partir du moment où toi tu lui donnes de l'importance aussi. Tu peux très bien passer à côté et te dire cette robe-là c'est une très belle robe, banale, machin, mais maintenant, voilà, on raconte toute l'histoire, on la transmet, on continue à faire parler de cette femme, elle est toujours là, on n'arrête pas de parler d'elle. C'est ça qui fait vivre en fait, qui fait vivre la mémoire des gens à travers leurs vêtements ou leurs objets, c'est qu'on continue à parler d'eux. Et du coup, c'est ce qui se passe là avec cette robe-là, et c'est peut-être ce qu'elle cherche aussi cette femme, qu'on continue à parler d'elle. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me raconter ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur notre page Instagram. Si vous aussi, vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec nous, venez nous raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la société de Nimo. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.